Vous écoutez Apéro Cigare. Le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission est pro troisième lien téléphérique au-dessus du fleuve sonore. 3,50 la laissant pour traverser. Yes, we can. Touchdown on the moon. Yes, needs a nerve to read, drains a nerve. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de perlimpinpin. Au secours! Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Apéro Cigare. Apéro Cigare, c'est l'émission où on parle de l'actualité sans vous endormir. Et cette semaine, je partage, comme toujours, l'émission avec une personne qui, attention, petit jeu de mots, vaut le détour. Hélène Bernardo, transport, détour, t'en comprends? Oh mon Dieu! T'en comprenais pas, hein? Je savais. J'ai trop préparé, Bonsoir, Jeffrey. Ça va? Troumtch, c'est là comme des cymbales. On va donc parler transport? Ben, je l'annonce directement. Sans détour? Oh, c'est rapide, tu m'impressionnes. Hélène, cette semaine, on a un invité quand même assez intéressant avec nous. Peut-être que tu... Assez. Quel accueil! Mais comme 60% pas, tu sais. Oui, mais pas trop, tu sais. J'ai hâte de voir la note à la fin. Oui, c'est ça. Ben oui, bonjour Jeffrey. Ben oui, bonjour. Bonsoir. Oui, on va parler transport, puis on est avec Nicolas Nadeau-Fredette, responsable des communications et affaires publiques pour Trajectoire Québec, qui est un organisme à but non lucratif qui intervient par rapport aux droits et à la défense des intérêts des usagères en matière de transport collectif partout au Québec. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Tu es avec nous ce soir aussi simplement à titre de citoyen intéressé par... J'ai, oui, le chapeau de Trajectoire, mais je vais juste parler en mon nom pour ce soir, même si, bien sûr, je suis... évidemment, je suis très engagé par rapport à tout ça. Ça va me faire plaisir de parler avec vous sur toutes plein de choses par rapport au transport. Oui, on a hâte d'entendre un petit peu de ton expertise, ton opinion, puis d'échanger sur les récentes actualités en termes de transport en commun partout au Québec, en fait. Ouais. Mais surtout à Québec. À Québec et à d'autres endroits. Retour à la capitale nationale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'étoiles et de briques comme chaque semaine. Est-ce que tu peux nous parler d'un événement récent dans l'actualité qui a fait ton bonheur, qui t'a rendu tout heureux? Oui. Je vais commencer par la brique. Comme au dernier podcast. Nous avons réussi cette semaine, l'humanité, une très triste chose de, pour la première fois, dépasser les 2 degrés de réchauffement climatique pour 2 jours, donc pas sur le long terme, mais quand même, on a eu la température moyenne mondiale de 2 degrés plus chaud que par rapport à l'époque pré-industrielle. Donc, pendant 2 jours, c'est arrivé vendredi et samedi dernier, donc cette semaine. C'est quelque chose qui n'a pas assez fait parler, je trouve. Il y a des articles à gauche, à droite. J'ai vu sur TVA, je l'ai vu sur Twitter à quelques endroits. Mais je trouve que c'est quand même un dur coup. On est en année El Niño, fait que c'est sûr que c'est très lié à ce contexte-là de réchauffement conjoncturel pour l'année de El Niño, mais c'est quand même un indicateur qu'on va pas dans le bon sens, et donc je lance une grosse brique à l'ensemble des décideurs des 20-30 dernières années et des élites et des favorisés qui ont rien fait par rapport à cette question-là. Voilà. Donc ça, c'était la brique, mais il y a des belles choses aussi qui se sont faites et je veux lancer une fleur pour Anne Hidalgo, la mairesse de Paris, qui fait un référendum sur les VUS dans Paris. Oh. Donc, c'est une autre chose très chouette que je trouve. Si un jour vous me réinvitez pour parler d'aménagement urbain, ça me ferait très plaisir d'ailleurs. Mais donc, Anne Hidalgo lance un référendum qui va se dérouler très bientôt. Je pense que c'est en février, sur augmenter le coût des stationnements des VUS dans Paris. Donc,
c'est pour donner un incitatif, un message clair par rapport aux constructeurs que non, la course à la grosseur des véhicules, c'est pas positif, c'est pas souhaitable. On connaît toutes les raisons environnementales, de santé, de sécurité, d'espace occupé par la taille de la voiture et des stationnements trop souvent pas assez chers. Donc voilà, c'est une étape qui, en plus, va avoir probablement, je l'espère, l'accord d'un référendum par la population si ça passe. Fait que voilà, bravo à Anne Hidalgo pour tout ce qu'elle fait de bien, notamment à Paris. Il y a des belles choses qui se passent dans les dernières années. Elle a profité de la pandémie encore plus que Montréal pour faire un changement dans la ville. Et donc voilà, je voulais C'était ma fleur de la semaine. Wow! Une fleur. Une fleur, j'aime Ouais, ça. Ouais. C'est comme La brique et la fleur. Oui. Exactement. Merci de nous illuminer sur ces actualités parce que moi, j'avais entendu parler ni de l'une ni de l'autre. Puis je suis contente qu'on parle d'environnement parce qu'on a tendance à l'oublier justement dans le traitement de l'actualité. Puis même la démocratie participative, parce que c'est un peu le cas en ce moment du référendum, c'est de dire, bon, ben, laissons les citoyens décider. Par contre, Anne Hidalgo, elle fait pas l'unanimité, en fait, à Paris. Non. Mais qui le fait, en fait? Ben, à un moment donné, faire l'unanimité est souhaitable dans un contexte parce que c'est normal qu'on soit tous divisés en tant qu'humains. À un moment donné, je veux dire, on sera pas d'accord, puis j'espère, à un moment donné, surtout. Là. Donc, Faut pas toujours s'entendre. Ouais, c'est ça. Ben oui. Oui, quand c'est lancé au Parti socialiste, elle a pas réussi à faire, aller très loin, le Parti socialiste au présidentiel. Un moment donné, je veux dire, elle fait des bonnes choses, je veux les saluer. Il y aura sûrement des choses avec lesquelles je ne serais pas d'accord, mais je ne sais pas plus nécessairement, mais en tout cas. C'est comme... Il y a des bonnes choses que je peux dire de beaucoup de monde, y compris des adversaires politiques et autres, mais bon, sur celle-là, je trouve qu'elle a raison, fait que soulignons-le. Puis, est-ce qu'on va mettre une étoile aussi à notre mairesse ici? Est-ce que pour le réseau Express Vélo, pour son discours? Clairement. Oui, aussi. Des fois, j'ai envie d'être plus enthousiaste que peut-être réalistement une mairesse à Montréal peut aller, mais par rapport au réaménagement urbain, là. Donc, moi, je voudrais, notamment par rapport au transport, parce qu'on veut se rendre dans les transports, encore plus de voies réservées, à plus d'endroits, plus, à assumer de faire pour vrai. Nos autobus, par exemple, roulent moins vite ici que dans d'autres villes, puis ça a un coût à ça. Nos chauffeurs, on les paye à l'heure, on les paye pas à la vitesse à laquelle ils roulent. Donc, si nos autobus sont pris dans le trafic, ça a un coût à ça, etc. Donc, oui, il se passe des bonnes choses. Je suis très heureux de ce que Valérie Plante et l'équipe de Projet Montréal font, mais des fois, je serais enthousiaste pour aller encore un petit peu plus vite, notamment la première année de leur réélection. Moi, je trouve que c'est l'année qu'il y aurait eu un espace pour être un peu plus ambitieux et personnellement peut-être que j'ai manqué des choses, mais j'ai pas l'impression que c'est un moment dont on a profité à Montréal. Donc Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on parlait, je crois, il y a 2 semaines, à savoir que, en fait, non, 2 épisodes sur le fait qu'on disait il y a des espaces de vélo partout, mais non, en fait, c'est, je crois, 1% de l'espace public qui est réservé au vélo, et les transports en commun, on n'était pas bien plus haut, là. Non, exact. Donc, voilà. J'ai pas les stats, mais si on compare par rapport à l'utilisation au kilomètre parcouru, je pense que le transport collectif est celui qui occupe le moins un espace dédié par rapport au nombre d'usagers. Donc, il y a un déséquilibre par rapport au vélo, par rapport au nombre d'usagers, si on le prend par le kilomètre parcouru pour le mode de transport. Mais ce déséquilibre est encore plus important pour le transport collectif. Donc, je pense que c'était 1 pour 4 par rapport au vélo, puis 1 pour 10 par rapport au transport collectif. Là, je peux me tromper. Il y a peu d'espace à eux, mais par rapport au nombre d'usagers. Exactement. Ça, c'est intéressant, ça. Ouais. On rentre quasiment directement au cœur du sujet. On est passionné là, Pour vrai. On a pris le train en marche pour rester Ce train va loin, hein? dans le champ lexical qui nous concerne aujourd'hui. On va parler de nouvelles infrastructures au Québec. Comment peut-on se déplacer aujourd'hui au Québec? Peut-être qu'on peut parler de ce qui existe déjà et de ce dont on aurait besoin. Oui, on peut. Il y a plein de choses dont on a besoin. Je pense que beaucoup de gens sont très conscients que les transports collectifs, c'est quelque chose de très important pour l'avenir. Ensuite, est-ce que les décideurs sont tous conscients de quand, comment? Est-ce qu'ils sont tous prêts à prendre la chaleur des fois nécessaire pour s'engager dans cette voie-là? Ça, c'est une autre option.
Il y a des choses qui vont bien, il faut le souligner. Trajectoire Québec, on avait notre gala cette semaine à Québec jeudi, où on remettait les prix Guy Chartrand, qui sont les prix où est-ce qu'on célèbre tous les bons coups. Fait que, l'ARTM a gagné un prix. Solon, qui fait les locomotions, là, les vélos en libre partage et les remorques, etc. dans Montréal, là, comme, ils ont gagné un prix aussi. Fait que, donc, il y a plein de belles choses qui se font par rapport à l'accessibilité universelle pour l'ARTM, par rapport à d'autres types de mobilité à Montréal, pour Solon. Ensuite, donc, faut regarder nos bons coups. Il y a des bonnes choses. On est dans une période d'éclatement de la mobilité, pour le mieux, quand même. Ouais, c'est ça. Il y a plein d'offres qui n'existaient pas il y a une couple d'années. Les nouvelles technologies, les communautos, ça se développe. L'autopartage à l'extérieur de la communauté aussi. Ensuite, les choses qui manquent, les infrastructures pour vélo, on va vraiment dans le bon sens, là, comme Projet Montréal fait des belles choses avec ça à Montréal. Il y a beaucoup d'autres municipalités dans l'ensemble du Québec. Québec commence à faire des belles choses aussi, faut le dire, dans la ville de Québec. Donc, puis à Sherbrooke, j'ai des belles choses à dire sur ce qu'Evelyne Baudin a fait. Comme, beaucoup de maires et mairesses ont fait des belles choses dans les dernières années. Là où est-ce que il y a peut-être un retour de mobilisation à faire, je crois, des fois, c'est sur le transport collectif. Il y a déjà de la mobilisation, mais il y a peut-être un coup à donner présentement sur le réengagement par rapport au transport collectif. Ça commence doucement. Le REM est quelque chose de bien sur plusieurs choses. Il y a des petits détails des fois qu'on pourrait discuter, mais au moins c'est une infrastructure qui s'ajoute. Ensuite, ça prend des choses sur l'interurbain qui va vraiment très mal. Pour les banlieues, ça ne sera pas facile, mais il faut offrir des possibilités de transport collectif aux banlieues meilleures que ce qu'il y a. Ensuite, comme sur les dessertes locales en région, il y a certains endroits qui font des belles choses. La Régime en Gaspésie fait des belles choses, donc souvent on n'y pense pas, mais il y en existe en région. On a un enjeu de découvrabilité, bien sûr, des fois. Il y a des enjeux de plateforme, de paiement, de capacité, de facilité, bref, en tout cas, on pourrait en parler longtemps. Donc, de quoi avons-nous besoin? De plein de choses, mais peut-être des fois de leadership, surtout, puis ça nous ramène à la politique. Ouais. Au niveau municipal, au niveau provincial, est-ce qu'il y a de la mobilisation à faire auprès des citoyens aussi pour qu'il y ait des initiatives? De quoi on parle? Clairement, au niveau provincial, c'est une des parties de leadership qui pourrait être pris un peu plus. Ah, pardon? Deuxième brique, là. Ouais, non, mais tu sais, rentrons dans le vif du sujet, je veux dire, la CAQ a promis plein d'infrastructures de transport il n'y a pas de longtemps, à plein de moments, que ce soit aux dernières élections, que ce soit dans le programme pour le PEV, le programme d'économie verte. Donc, il parlait de tramway à Québec, il parlait d'infrastructures dans l'Est de Montréal, il parlait sur la rive sud du boulevard Tachereau, vers Laval, le prolongement du REM. Donc, plein de promesses d'infrastructures que le gouvernement provincial avait dans son agenda qui ne se réalisent pas, et c'est vraiment un enjeu présentement qu'il faut reconnaître, il faut regarder. Je veux dire, rien de ce que la CAQ a promis au jour où est-ce qu'on se parle va vraiment de l'avant, mis à part la ligne bleue. Comme au niveau des infrastructures, puis au niveau du financement, on en parlera peut-être plus tard aussi, mais ça va pas très bien. Donc, il y a une part de leadership qui n'est pas pris présentement par le gouvernement du Québec. Les municipalités pourraient en faire un peu plus des fois, mais comme aussi, puis le fédéral aussi, bien sûr, mais Québec, c'est celui que je connais le mieux de toute façon, fait qu'on pourra en parler un peu plus en détail, mais ouais. C'est là que je regarde beaucoup. Que je pense qu'il y a une coordination, il y a un engagement, il y a de la chaleur à prendre pour s'engager. Le projet de tramway à Québec a été redessiné par la CAQ qui ne voulait pas le projet initial. Il a été retardé. Ils sont allés jusqu'à décider que à tel endroit, on n'est pas d'accord avec le projet de rue partagée. C'est la guerre aux véhicules. Si on fait une rue partagée sur René Lévesque, il faut faire un autre type d'aménagement. C'est comme tellement d'excuses qui étaient données pour critiquer ce projet-là de manière électorale, de manière électoraliste, ils ont une part de responsabilité dans l'immobilisme par rapport aux infrastructures de transport, le gouvernement du Québec. Puis je veux dire, je vous apprends rien, j'ai l'impression, là, en disant ça. Donc, on pourrait parler du pourquoi, on pourrait parler de qu'est-ce qu'on fait maintenant, on pourrait parler de qu'est-ce qu'il y a à faire avec la CDPQ qui rentre dans le projet de Québec. C'est une occasion, c'est-tu pas une occasion?
t'sais. Est-ce que tu penses que les électeurs de la CAQ sont généralement contre l'investissement de fonds publics dans, par exemple, des infrastructures comme le tramway? Tu penses que c'est pas politiquement gagnant, en fait, pour la CAQ de dire let's go, on met 8,4 milliards par exemple? Mais leur hésitation leur coûte encore plus cher présentement, fait qu'ils sont dans une mauvaise situation à tout point de vue. Ils peuvent plus rien faire, j'ai l'impression, dans ces enjeux-là, qui est facile parce qu'ils ont changé tellement souvent d'idées par rapport au troisième lien, par rapport au tramway, que peu importe ce qu'ils font, ils sont dans une situation gâcheuse, fâcheuse, comme s'ils sont un peu coincés. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça au niveau citoyen? Je pense qu'on doit militer pour comme la réalisation du projet qui est sur la table, qui était le tramway. Peut-être que la CDPQ pourrait arriver avec d'autres projets ou pourrait arriver avec une manière de faire le tramway. Si on rentre dans l'espoir, on peut rentrer dans comment la CDPQ pourrait dénouer la situation. Si on rentre dans le côté cynique de cette situation-là, elle est coincée et elle n'arrivera pas. C'est une option possible. Je veux dire, est-ce que la CAQ va être prête à mettons, le meilleur mode pour la Ville de Québec, pour le cœur de la Ville, c'est un tramway. Donc, ça a été démontré dans tout plein d'études, même s'il y a eu quelques voix discordantes parmi les spécialistes. Il y a un large consensus de spécialistes et de très nombreuses études depuis très longtemps qui parlent que le tramway est le bon mode au bon endroit pour la Ville de Québec par rapport au coût-bénéfice. Ça va coûter cher. Ça n'est pas à être rentable, mais par rapport au coût-bénéfice, le tramway, c'est le bon mode au bon endroit selon de très nombreuses études, y compris la dernière qui a été faite par quelqu'un qui est rendu à la CDPQ maintenant. Donc, ça va être intéressant à voir si ça va amener la CDPQ à aller dans cette voie-là. Mais donc, si on réalise autre chose en transport collectif à Québec, ça peut être correct, mais ça serait l'idéal de réaliser le tramway à peu près dans les lignes dans lesquelles il était dessiné déjà. Donc, ça serait... Il y a beaucoup de gens qui disaient que le métro, on devrait construire un métro. Ouais. Donc, il y avait un désir de certains groupes pour construire un métro à Québec. Ouais. Donc, pourquoi finalement le tramway... Là, on le dévoile. Regarde, c'est l'émission où c'est le grand dévoilement du tramway. Pourquoi le tramway à Québec, c'est le meilleur moyen de transport? Ben, on peut parler en termes de capacité par rapport au mode. Donc, tu sais, si on prend des autobus sur une rue, une rue avec des voitures, ça a une capacité de peut-être 800, 1000 personnes par sens par heure. Des voies réservées, on va se rendre à 1200, 1500. Un SRB, on se rapproche du 3000 peut-être. Un tramway, 5000. Donc, en termes de coût-bénéfice, un SRB, c'est presque autant de travaux qu'un tramway sans le dernier step, mettons. Donc, parce qu'un SRB, il faut que tu enlèves toutes les infrastructures souterraines aussi, puis que, mettons, un tramway, ce qui coûte cher... C'est sur P9 à Montréal. Oui, exactement, c'est ça. Donc, ce qui coûte cher dans un tramway, c'est pas tant juste mettre des rails puis acheter des véhicules, des wagons, là. Ce qui coûte cher, c'est enlever tout ce qu'il y a en dessous d'un tramway, en dessous de l'infrastructure. Parce que ce qu'on veut, c'est que jamais il y ait une conduite de gaz, un égout, un aqueduc qui brise en dessous de l'infrastructure de transport pour qu'elle soit résiliente et qu'elle fonctionne bien. Un SRB, c'est le même type de travaux, le dernier step en moins. Donc, sans les caténaires, là, sans les fils en haut, sans le matériel roulant qui est confortable, parce qu'un autobus est un peu moins confortable qu'un tramway. Donc, tu sais, c'est bien pour notamment les endroits où est-ce que le coût de la main-d'œuvre coûte pas cher, parce que le coût du chauffeur, mettons, par rapport au tramway, est sur un plus long véhicule par rapport aux autobus parce que ils sont un peu plus petits d'habitude. Fait que dans d'autres pays des SRB, ça peut avoir des avantages, mais pour nous ici dans le contexte québécois, très généralement c'est pas l'idéal, c'est plus des économies de bout de chandelle, puis ça va coûter cher quand même, puis ça va coûter cher à opérer. Fait que le SRB n'est pas l'idéal. Sur P9, on devrait faire un autre système. Ben, c'est pas pire, mais tu sais, quand on fera quelque chose de mieux, on rajoutera des rails, puis ça va être une belle étape. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va être une belle étape. Donc, pour Québec, par rapport à la capacité par sens par heure, c'est le bon mode au bon endroit. Un métro, c'est que ça peut se rendre à 30 000, 30 000, mettons, personnes par sens par heure. Ça dépend des longueurs des stations, ça dépend des longueurs des wagons, des trains. Là. Mais comme c'est trop cher pour le besoin de Québec, on ne pourrait pas faire une assez grande distance. Donc, les automobilistes seraient contents parce que ça laisserait les rues aux autos, mais
pour le coût-bénéfice, ce n'est pas l'idéal. Et de toute façon, il y a quelque chose de très positif à embellir la ville avec la présence d'un tramway dans une rue. Ça l'embellit à 1000 niveaux, ça l'apaise, c'est l'occasion de la transformer, de l'embellir. Et comme il y a vraiment quelque chose de très positif par rapport à l'aménagement urbain comme occasion à saisir qu'on fait un tramway. Donc évidemment, il y a des gens qui seront désaccords. Par exemple, un peu le REM, donc finalement, Ouais. entre le REM et le métro. Et le REM et le tramway, est-ce qu'il y a un... Ouais. Une créature hybride. C'est ça, mais c'est un autre besoin. Donc là, on rentre dans les définitions des besoins qu'on essaie de combler. Le REM est un autre type de... Le REM, on va pas parler de REM, on va parler de train léger, ça va être plus clair. Donc, ça dessert d'autres types de besoins. En effet, c'est pertinent et c'est utile. La différence entre les deux, c'est qu'il faut qu'il soit complètement séparé du sol quand on fait un train léger. Donc, en souterrain ou avec une emprise comme séparée, distincte ou en aérien. Ça répond à des besoins de distance. Donc, pour desservir des banlieues, pour desservir un peu à l'extérieur, comme pour les stations vont être un peu plus éloignées. Notre intérêt là-dessus est d'aller vite et de faire moins d'arrêts que ce que ferait un tramway dans le même contexte. Donc, si on a envie, pour revenir à Québec, de desservir, mettons, Lévis, on pourrait aller vers un train léger, mettons, ça serait pas au même endroit, ça serait pas sur la rue René-Lévesque à Québec, ça serait pas... c'est pas le même besoin qu'on comble, c'est un autre qui est pertinent. Donc, oui, des infrastructures aériennes, ça peut être bien dans certains contextes, ça dépend où, ça dépend comment. Aussi, il faut être transparent avec la population, ce que la CDPQ peut-être pas toujours été super à réussir. Mais, donc, là où est-ce que... C'est juste pas le même projet, c'est un autre projet. Puis on passerait pas à la même place si on faisait ça à Québec. J'ai l'impression. Il y a des modèles hybrides, des fois train-tram, là, bien sûr, là, on va pas trop rentrer dans les hybrides, on va rester dans les idées générales. Mais ouais, c'est ça. Fait que si on fait un train léger, on va desservir, d'après moi, les banlieues, ou on fait une banlieue ou deux des banlieues, comme vers Lévis, par exemple. Ça serait le genre de choses qui pourraient se passer avec la CDPQ, et c'était leur modèle, d'ailleurs, pour le REM. C'est intéressant parce que ça fait le lien avec le troisième lien. Mais pour... Ouf. Ça fait le troisième... Non, c'est pas ça. Pour finir sur le dossier tramway, c'est quoi, dans un court moyen terme, ce qui va se passer avec ce projet-là? Ben c'est ça. Ça, c'est le bout qu'on spécule un peu. Puis j'ai un côté analyse politique cynique, puis j'ai un côté vivons d'espoir, puis espérons que le mieux va se passer. Fait que partons sur le cynique. Pour moi, la CAQ a gagné du temps, a gagné 6 mois sur cet enjeu-là, parce que ils pensaient que c'est une patate chaude, puis ils ont toujours géré avec leur lecture de ce qui était stratégique et politique au niveau communicationnel et au niveau des sondages. Puis là, ils se sont dit, notre vote passage pour enlever cette patate chaude, pour nous enlever cette patate chaude-là, c'est de la donner à la CDPQ, on se gagne 6 mois, puis dans 6 mois, on verra pour trouver une excuse pour rien faire. Ça serait le pire, je crois. Si j'étais cynique, je crois que c'est ce qui est possible d'arriver. Donc, la CAQ va pas vouloir s'engager dans rien. Ils vont essayer de gagner du temps jusqu'aux prochaines élections, puis gérer ça aux prochaines élections. Ils vont faire semblant de faire un projet, comme ils ont fait semblant de faire le troisième lien pendant longtemps. On pourrait expliquer en long et en large pourquoi le faire semblant et non pas... pourquoi c'était pas un vrai projet qu'ils ont pour vrai essayé de faire à mes yeux. Mais donc, c'est une possibilité que je n'espère pas et avec laquelle, si on reste au niveau juste du mauvais scénario, ça serait ça. Si on est au niveau de l'espoir, la CDPQ pourrait avoir appris du REM de l'Est, à être meilleur au niveau des communications avec les groupes citoyens, aller un peu plus en amont, gérer au niveau de certaines choses. Au niveau des groupes citoyens, mais aussi, ils sont rigoureux sur plein de bonnes choses. Ils ont des bons spécialistes. Ils ont réussi le REM, qui est quand même un bon projet sur plusieurs points. Pas sur tout ce que j'aurais voulu, mais quand même. Donc, il pourrait être l'occasion de dire, oui, on va réaliser le tramway, donnez-nous tel montant, puis on va le faire, nous, parce qu'il y a déjà 500 millions qui ont été dépensés par la Ville de Québec pour faire justement des infrastructures souterraines qui ont été déplacées. Fait que, on a déjà dépensé beaucoup d'argent pour faire le tramway, et c'est le bon mode au bon endroit. Fait que, peut-être que la CDPQ dit, moi, ça me coûte ça faire le tramway,
donne-moi l'argent, gouvernement, puis je vais le faire, puis ensuite, tu sais, je serai l'opérateur ou tu le seras, peu importe. Fait que, tu sais, peut-être que juste comme le maître d'œuvre, maître d'ouvrage, peut-être que ça pourrait être une option. Aussi, peut-être que la CDPQ va vouloir réaliser un autre type d'infrastructure qui va desservir d'autres besoins, qui vont répondre aux besoins politiques de la CAQ de dire on fait un bon projet pour les banlieues, on irait vers un train léger. OK, fine. T'sais, c'est pas le tramway, mais c'est une autre infrastructure de transport, tant mieux. Je veux dire, on n'a pas des millions d'ingénieurs en transport au Québec. Fait que, faisons-les travailler sur des bonnes choses, comme on en fera d'autres après. Fait que, il y a ça aussi. Et où, si je sors encore plus de mes rôles, mais je pense que ils sont peut-être l'occasion de sortir un peu de la boîte au niveau des transports. Et sur certains points, il y a des choses qui se passent dans d'autres villes qu'on ne regarde pas comme possibilité au Québec. Je pense à Toulouse qui vient d'inaugurer un certain type d'infrastructure. Donc, mettons que la CDPQ arrivait avec un plan un peu plus général de transport collectif, avec, mettons, si on pense à la Ville de Québec, là, qui part de la pointe Cap-Diamant, qui va jusqu'au pont, puis qui revient vers Lévis, là, si on parle un U sur le côté, il pourrait y avoir une bonne comme c'était un projet de SRB qui avait été proposé il y a une couple d'années, qui avait été finalement annulé à l'époque du maire Labombe et du maire actuel de Lévis, là, j'oublie son nom. Le Willy, oui, c'est ça. Donc, il pourrait y avoir un retour à cette infrastructure dans ce sens-là, mais aussi pour relier les pointes. Il y a quelques personnes spécialistes qui ont réfléchi, je pense à Catherine Morancy, je pense à d'autres personnes qui réfléchissaient à l'idée d'étudier avec sérieux l'idée d'un téléphérique entre le cœur de Lévis et le cœur de Lévis. Je serais curieux et intéressé de regarder une étude sérieuse sur la chose. Ce serait malade. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant à étudier. Comme tu sais, j'ai pas un parti pris pour, contre. T'sais, on s'entend en termes de capacité, mettons, un tramway, c'est à peu près 5000 personnes par sens par heure. Tu sais, un téléphérique, ça va à 4000. Là. Fait que tu sais, on n'est pas très loin. OK. Un tramway, ça peut se rendre à 6000. Bien évidemment, il n'y a pas de trafic. Ça pourrait peut-être pas marcher 100% des jours de l'année, mais 98, ça serait déjà pas pire. Comme ça coûte pas mal moins cher. Là, ça coûte vraiment moins cher. C'est pas le même besoin. Comme ça répond à un besoin de franchir une montagne, franchir une vallée, franchir un fleuve. Donc, est-ce qu'à cet endroit-là, il serait intéressant? Je serais intéressé de le regarder. Est-ce que c'est le seul bon mode? Peut-être pas. Un tunnel de transport collectif pourrait être encore plus intéressant, encore plus structurant. On pourrait amener par tunnel un tramway qui passerait sur le boulevard Guillaume Couture à Lévis puis qui rentrerait souterrain pour aller au centre-ville de Québec. On est en train de parler d'un troisième lien? On est en train de parler d'un troisième lien. Mais j'ai pas un a priori clair sur, est-ce que... Enfin, un troisième lien... Pour moi, un troisième lien en transport collectif, donc un tunnel autoroutier est moins réaliste. Un tunnel de transport collectif est plus réaliste qu'un tunnel autoroutier. Pourquoi? Pour des questions de pente. Donc, les pentes qu'on peut aller chercher sous le fleuve sont pas les mêmes. Enfin, les pentes qu'on peut aller chercher en voiture sont pas les mêmes. Tu veux pas dépasser une pente de 3% quand t'es en voiture, parce que sinon c'est trop à pic, c'est dangereux, etc., les camions. Mais en transport collectif, tu peux aller chercher du 6-7%. Donc, c'est un peu plus réaliste. Tu as moins besoin d'aller loin. Aussi, tu peux faire des stations souterraines de chaque côté. Donc, l'aspect possibilité pour un tunnel de transport collectif est un peu plus là, à cet endroit-là, qu'une autoroute en tunnel. Mais est-ce que c'est politiquement rentable pour n'importe quel gouvernement en ce moment de dire « Hey, on va faire un troisième lien juste pour du transport collectif », à quel point les gens vont se dire « Nous, on voulait un troisième lien autoroutier, il en a un. » Tu sais, à quel point est-ce qu'il y a Je pense que politiquement, c'est le... Si on rentre dans la politique, non, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas vrai. Je l'espère. C'est comme un parti, comme ça a été proposé par le Parti québécois à la dernière élection. Donc, c'est pas impossible. C'était déjà une... d'autres... Comme, il y a des gens qui
promeuvent. C'est pas impossible. Ensuite, est-ce que c'est l'électorat de la CAQ qui va aller vers ça? Je ne pense pas. Donc, d'où le fait peut-être de quelque chose de plus léger qui coûte moins cher. Et surtout, je pense que c'est là que la CDPQ peut amener quelque chose de... On arrive de l'extérieur de la boîte, on est capable de prendre la chaleur sur nous. Moi, je serais intéressé à ce qui arrive avec quelque chose de un peu plus global et qui aille de l'avant à la fois sur le tramway et sur une desserte un peu plus locale et sur une desserte de transport collectif structurante vers Lévis. Fait que tu sais, si je rêve... Ils arrivent sur la plage de dessin, puis ils font « Hey, ouais, c'est ça. Voici le projet idéal. » Mais honnêtement, c'est pas leur job. Ça devrait être le travail de nos agences de transport, si on en avait une. Ça doit être le travail à Québec. À Montréal, c'est la RTM, donc, qui est responsable de faire cette planification-là. Il y a une partie de moi qui est très embêtée que ce soit la CDPQ qui fasse des plans qui se réalisent, puis que ce soit pas la RTM à qui on donne les moyens de faire son travail pour que ça se fasse pour de vrai. Donc, c'est un enjeu de gouvernance, peut-être? Oui, clairement. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, comme on donne pas les outils à nos institutions pour qu'elles réalisent leur travail. On les force à faire des économies impossibles. Puis donc, ensuite, on les critique parce qu'ils sont pas excellentes, mais je suis comme, tu sais, c'est pas un hasard si ça n'a pas bien marché. Si voilà. On parle des transports hors de la ville, mais plutôt entre les villes, si on veut même sortir du Québec, qu'est-ce qui est possible en termes de transport collectif? Est-ce que ce fameux projet de train Toronto-Québec peut exister? Est-ce qu'on peut avoir un train plus efficace qui fait le tour de la Gaspésie? Est-ce qu'on pourra monter sur la Côte-Nord en train? Ben, j'ai vu passer cette semaine, je pense qu'il y a déjà un train qui se rendait à Gaspé, qui est en réparation depuis 10 ans à peu près, qui, je crois, cette semaine, puisqu'on réparait des petits tronçons par petits tronçons, là. Puis c'est un rail qui est sur le bord de l'eau, fait qu'à un moment donné, il va partir parce qu'on va avoir des ouragans qui vont rentrer dans ces coins-là. Mais je crois qu'il y a une annonce cette semaine qui disait on va réparer le dernier tronçon, puis ça va se faire là. Donc, peut-être que finalement, nous aurons un train qui va à nouveau se rendre à Gaspé. Donc, ensuite, j'ai fait un voyage en vélo et en train l'été passé. J'étais allé au lac Saint-Jean en vélo dans le train. Puis, d'ailleurs, aspect très positif, on peut débarquer à un endroit en vélo, faire un tour du lac et repartir à une autre gare. Donc, on n'a pas une voiture qui nous attend à un endroit spécifique. Donc, il y a cet aspect-là du tourisme à vélo et train qui donne de la liberté. Donc, c'est difficile, mettons, quand tu vas en vélo puis que le train est en marche. Ah non, le vélo n'est pas dans le train. Quand tu sors du train en vélo, tu roules, tu prends ton élan dans le wagon, tu lui demandes d'ouvrir la porte. Puis quand tu es sur un passage à niveau, c'est là que tu propulsé. Tu as déjà un 50 km/h déjà c'est génial. Donc la sécurité, cool. Ça c'est expérience. C'est peut-être le multimodal du futur en fait, le train vélo en fait. Exactement. Puis un train Trans-Provence, je sais que Viarel traverse déjà le Canada, TGV, mais TGF, on s'entend que c'est pas l'idéal. Ouais. Qu'est-ce qui peut exister? Est-ce que c'est réaliste? Qui veut mettre de l'argent là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je pense de ce débat-là. Pour vrai. C'est honnête. Il y a vraiment... j'ai envie d'un TGF. J'ai envie d'un TGV, donc le plus rapide. Oui, mais on va dire les deux. J'ai surtout envie de quelque chose de mieux, de bien, partout. Donc, je ne serai pas de ceux qui vont toujours avoir une seule bonne solution pour répondre à un seul besoin. Pour moi, il y a des besoins qu'on peut combler. Puis ça peut nous amener dans l'est de Montréal d'ailleurs, mais il y a des besoins et il y a des bonnes solutions, mais aussi des mauvais projets trop chers. Il y a des mauvais projets parce qu'on met pas assez d'argent. Je suis contre les mauvais projets puis pour des nombreux projets, mais il n'y a pas juste une bonne réponse par rapport à ça. TGF, TGV. Donc, TGF, train grande fréquence, TGV, train grande vitesse. Il y a des bons arguments entre les deux. Si j'avais à résumer, c'est... on va attendre de voir ce qui va se passer. Genre, j'ai un penchant favorable pour qu'on se mouille puis qu'on aille vers un TGV. Mais ça pourrait être bien un bon TGF qui est fait de la bonne manière, avec des tronçons très, très, très rapides, avec suffisamment de passages à niveau, comme
aux bons endroits. Tu sais, à un moment donné, il faut aller de l'avant là-dessus. C'est ça. On va attendre de voir qu'est-ce qu'il y a sur la table, puis on pourra le critiquer de manière constructive ensuite, mais c'est ça. C'est honnête. À défaut d'aller de... On est mieux d'avoir quelque chose qu'avoir rien, finalement. C'est un peu le... Ouais, si on ça, juge que sûr. c'est pertinent, en fait. Mais tu sais, il y a un côté... Ouais, c'est ça. Je suis pas capable de dire le TGV, c'est la seule bonne option, puis le TGF, c'est la seule bonne option. En même temps, pourquoi dans comme tellement de pays dans le monde, tout le monde dépense des sommes relativement énormes pour avoir un transport super efficace, puis nous, on a l'impression qu'il faut toujours avoir comme 4$ à dépenser, puis j'ai l'impression qu'on... Là, ça fait ça un petit tremplin sur le financement, mais j'ai l'impression des fois on a comme $1, puis tout le reste du monde en a comme 10. Il y a une partie de... On a perdu l'expertise pour construire, parce qu'on n'en a pas fait depuis très longtemps. Donc, une partie de pourquoi ça coûte extrêmement cher le tramway à Québec, c'est qu'on n'en a pas fait point depuis extrêmement longtemps. Zéro, là. Ouais. Fait que, tu sais, les ingénieurs, la chaîne de construction, comme tout ce qui entoure la réalisation de projets part de zéro. Donc, la première bonne chose que moi je conseillerais à tout le monde, c'est juste devenons des constructeurs réguliers d'infrastructures de transport collectif comme non-stop. Commencez par n'importe quoi. On a fait un REM, continuons à faire des infrastructures proches. On est en train de réaliser un métro, parce que la ligne bleue avance quand même pour de vrai. On n'en parle pas beaucoup, mais je vais donner ça à la CAQ. Au moins, ceux-là, ils le font. Fait que, arrêtons pas. Le métro va pas n'importe où, mais il y a quelques prolongements de métro qui ont du sens sur la ligne orange dans l'ouest notamment. Il y a quelques petites choses qu'on peut continuer à bonifier pour améliorer le réseau dans son ensemble. Faisons-les maintenant qu'on est en train d'avoir notre expertise. Faisons du développement continu. Donc, ensuite, pourquoi ça coûte cher le TGV? C'est que, contrairement à d'autres endroits dans le monde, nos villes sont étalées et aussi, surtout, on n'a pas tant que ça de bons corridors qu'on a réservés, fait que l'expropriation coûte extrêmement cher. La CAQ fait ça de bien, ils ont fait une nouvelle loi sur l'expropriation qui facilite comme on paye un coût plus raisonnable sur l'expropriation, on payait plus cher que n'importe où ailleurs. Fait que, tu sais, je vais donner ça à la CAQ aussi de réviser notre loi sur l'expropriation pour qu'elle ait de l'allure, contrairement à avant qu'on faisait juste enrichir d'un air abusif les spéculateurs puis comme des avocats. Fait que, comme on a quelque chose de bien qui se fait à ce niveau-là à Québec. Mais donc, on parle de... C'est qu'on n'a pas les corridors faciles pour un TGV. On les a pas... on n'a pas une expertise non plus super forte. Fait que, tu sais, à un moment donné, on part de où est-ce qu'on est, puis on n'est pas dans un endroit positif par rapport au transport en général. Fait que c'est pour ça qu'il faut partir dans quelque part, il faut avancer, puis comme il n'y a pas juste une seule bonne option, à mon sens, dans plein de dossiers, genre. Sinon, une trail de raquette, non, entre Québec et Montréal, juste, garde. Une tyrolienne, oui, comme si vous avez vu la CAQ involontairement envoyé ses lignes du jour aux journalistes il y a peut-être 2 semaines, là, comme involontairement, ils envoient à leurs députés à tous les jours des lignes du jour de dire voici, c'est tel enjeu, ça, c'était tel enjeu que vous pouvez avoir comme question, voici les réponses, les lignes à répondre. Mais là, la personne qui a envoyé le courriel s'est trompée, au lieu de l'envoyer juste aux députés, elle l'envoyait à tous les journalistes. Fait que là, tous les journalistes avaient les réponses du jour des députés caquistes. Donc, évidemment, tous les journalistes ont mis ça sur Twitter et ont trouvé ça bien drôle. Mais le lendemain, la CAQ a rattrapé son erreur en envoyant des fausses lignes du jour, notamment qui parlaient d'une tyrolienne Québec-Lévis. Donc, ils ont quand même un beau sens de l'humour. Ouais, faut rire de nos erreurs. Je vais faire un shout-out à, je pense que c'était Geneviève Guilbeault et un autre député qui avait mis des mots qu'ils devaient dire très très précis durant leur discours. Donc, je trouve que quand même un peu d'humour des fois, ça tue personne. Puis, moi, une grosse glissade. Regarde, tu pars de Lévis, un toboggan, tu te rends de l'autre côté. Touristiquement, c'est payant. Moi, je pense. Je sais qu'il y avait aussi un grand ingénieur au Québec qui parlait d'un monorail entre Québec et Montréal. Ouais. Ben, pourquoi pas? C'est au-dessus de la route. Il n'y a pas d'entretien. Mais je suis moins convaincu. Non, il n'y a pas... C'est sûr que c'est un peu plus futuristique, mais il y a quand même des avantages. Mais il y a une bonne pratique en transport collectif, c'est de miser sur ce qui fonctionne bien. Tu sais, au lieu d'adapter un mode à notre territoire, on est d'adapter un mode qui fonctionne bien. Notre territoire a un mode qui fonctionne bien, qui coûte pas cher. Fait
Le qui coûte pas cher, ça m'interpelle. Ouais, qui coûte pas cher dans le sens où, pour le bon coût-bénéfice. OK. T'sais, C'est optimal. ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais. Et non pas cheap. C'est ça que je veux dire. Pas Dollarama, on va chercher C'est des ça. tracks, là. Ouais. Exemple, on va pas changer la hauteur, la longueur de je sais pas quelles affaires ou comme quand quelque chose fonctionne bien dans certaines normes, prenons-les puis faisons ça parce que la chaîne complète va être déjà faite pour faire fonctionner ce mode-là. En tant que citoyen, citoyenne, on peut que soutenir le transport collectif. Je pense que ça nous concerne tous, puis c'est une solution qui règle bien des problèmes. Mais combien ça va nous coûter à nous? Parce qu'on va pas se mentir, 3,50 le billet de métro, c'est pas rien. Non, c'est cher. C'est même cher. C'est même Ouais. 3,75. C'est rendu 3,75, Ouais. ouais, c'est possible. Puis, tu sais, l'abonnement au mois à presque $100, on s'entend que t'es une famille de 4, 5, 6, ça revient cher. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre ça accessible aux communs des mortels? Donc, bonne question. La gratuité n'est pas quelque chose que on pense, que la plupart des spécialistes pensent l'idéal pour les transports collectifs. Donc, le signal prix est utile. Comme la gratuité, le plus grand impact que ça a, c'est que ça enlève des gens piétons ou cyclistes pour les amener dans les transports collectifs. Donc, c'est pas le changement le plus intéressant. Une tarification sociale, cela dit, facile et accessible, et aussi sur le tarif usage unique, ça c'est différent. Puis une tarification sociale qui va jusqu'à la gratuité, oui, all the way. Comme tout à fait. Parce que je vais vous donner un exemple. Nous, mettons, avec ma conjointe, si on va aller au centre-ville, on se dit, OK, 3,75 chacun, 7,50, 15 allers-retours, la voiture, 5 $, de stationnement. Là, à ce moment-là, c'est sûr que les gens doivent faire le calcul. C'est, si au final, c'est 1,50 au lieu de 3,75, ça devient un peu plus alléchant de le prendre, non? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, faut... C'est pas des questions si faciles de comme dire voici ce qu'on... Genre, c'est toujours un jeu entre amener le plus d'argent pour comme bonifier le service parce que chaque dollar présentement dans les transports collectifs offre du service. Puis le plus comme le plus impactant pour amener des gens dans les transports collectifs, c'est est-ce que le service est bonifié? Est-ce que le service est bon? Est-ce qu'il est propre, efficace, sécuritaire, dans le bon axe pour desservir? Est-ce qu'il est facile d'utilisation? Est-ce que l'application pour avoir ton autobus fonctionne bien? Là? Transit, c'est la meilleure, by the way. Donc, ce genre de calcul-là de est-ce que ça me coûte 3,50 plus 3,50 ou comme plus aller-retour par rapport à mon véhicule, ça va toujours être difficile de compétitionner contre un véhicule, mais c'est parce que souvent on calcule pas l'ensemble des coûts d'un véhicule. On met en moyenne 10-11 000 $ par année pour posséder un véhicule en assurance, en essence ou en dévalorisation de la valeur du véhicule, etc., en entretien, etc. Donc, alors que on calcule pas le coût réel de notre véhicule par jour ou par utilisation, c'est le coût marginal de la journée que tu l'utilises, puis tu penses juste au stationnement, combien ça va coûter au centre-ville, mettons, puis là tu dis est-ce que je paye mon stationnement ou est-ce que je paye mon billet de métro? Bof, je vais payer mon stationnement, ça va être plus facile. Donc, malheureusement, au niveau individuel, des fois, il y a ça qui joue, mais là où je pense où est-ce que la tarification a des choses à aller faire, c'est pas juste comme on devrait pas augmenter trop le tarif usage unique, surtout on devrait pas augmenter les tarifs des transports collectifs quand on ne bonifie pas les services. Je trouve que c'est ridicule de dire ouais, on a diminué la qualité des services mais on vous augmente le coût. Fait que à ce niveau-là, il y a quelque chose à dire de comme pas correct, je trouve. Mais où est-ce qu'on devrait aller, c'est dans la simplification du paiement. Donc utiliser notre carte de crédit pour dire, ben voilà, tu l'utilises une fois, tu l'utilises une deuxième fois, c'est simple. Ta troisième fois, dans la même journée, elle est gratuite, tu sais. Fait que notre titre devrait être une carte de crédit, puis ça fait juste calculer à la fin de la journée combien on te charge, ou à la fin du mois combien on te charge, puis t'as pas besoin de te casser la tête, tu vas toujours être chargé le moins cher possible par rapport à ton utilisation. Donc, je suis beaucoup plus
militant par rapport à la simplification du paiement que juste par rapport au coût. Parce que c'est des besoins différents. Puis, par rapport au coût, il faut aller dans une tarification sociale. Il faut qu'elle soit facile. Il faut qu'elle soit aidée par Québec qui ouvre ses livres, ce qu'ils ne font pas. Le Revenu Québec devrait rendre accessible ces données pour simplifier la mise en place d'une tarification sociale. Donc, ça, c'est un truc important à faire. Il se fait déjà des choses pas pires par rapport aux aînés. C'est pas parfait. D'autres villes font des bonnes choses. Gatineau, Sherbrooke, je pense. Je me trompe peut-être sur cela. Mais peu importe, comme il y a des tarifications sociales qui se font au Québec, mais c'est un peu tout croche encore là. Je pense qu'il y a un leadership qui devrait être pris par Québec, à la fois dans l'accessibilité des données, dans la simplification des choses, des processus, mais surtout, je suis un grand fan de la simplification du titre de paiement. Genre, ça devrait être le même système à la grandeur du transport collectif au Québec. T'sais, on sait-tu comment payer notre titre à Trois-Rivières, à Québec? Exact. C'est pas la même. C'est la même carte puce pour Québec et Montréal, mais c'est pas exactement le même titre. Comme, fait que ce genre de simplification-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de ça, sauf que c'est pas simple. Il y a des logiciels derrière, il y a des infrastructures physiques, les tourniquets avec les lecteurs, faut les changer, il y a des contrats, des fois il y a la RTM qui en fait la STM avait lancé un projet il y a une couple d'années, le projet Céleste, que la RTM n'a pas fini de mettre en place, puis là ça a été repoussé. Bref, il y a des fois des occasions qui ont été manquées à ce niveau-là, comme par le passé, mais c'est plus là que je dirais que juste au niveau de... Oui, ça coûte cher, mais c'est pas le seul enjeu. Il y a d'autres enjeux que le coût qui sont importants. C'est intéressant quand même. Donc, c'est ça, pas juste une question de prix, mais une question de faut que ce soit facile à utiliser, il faut que ce soit, je dirais le mot en anglais, convenient. Mais fait que tu te poses pas la question. Jamais. Je le fais. Ça va marcher. Puis, tu sais, aussi dans la signalisation, ça devrait être la même signalisation à la grandeur du Québec. Facile, tu sais, tu te retrouves. C'est vrai, ça. Il nous reste 5 grosses minutes. Ouais. On n'a pas... Oui, déjà. Financement. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Tu sais, je sais même pas comment te poser la question. Comment on finance? Qu'est-ce qui se passe? OK. Rapido, ce qu'à retenir. Traditionnellement, mais de par les dernières années, le gouvernement du Québec payait 1/3 du coût des opérations. Donc, on va arrêter de parler des infrastructures, on parle des opérations. Les opérations, on parle de genre salaire des chauffeurs, salaire de day-to-day, l'entretien, nettoyage des stations des autobus, etc. Fait que tu sais, vraiment, surtout des salaires, puis tu sais, c'est ça. Ou du matériel d'entretien. Là. Bon, bref. Donc ça... Québec paye 1/3, les villes payent 1/3 et les usagers payent 1/3. By the way, arrêtons de dire que les sociétés de transport sont en déficit. On les met en déficit en leur donnant pas les moyens de leur service. Donc, les routes sont-elles en déficit? Non, on paie pas l'usage des routes. Fait que, tu sais, comme si on parle du déficit des sociétés de transport, on parle du contexte dans lequel on les met avec les ressources qu'on leur donne. Cela étant dit, oui, la pandémie a changé des choses, mais avant la pandémie, en 2019, on avait lancé au Québec le chantier sur le financement de la mobilité durable parce qu'on savait déjà qu'il y avait un enjeu à ce niveau-là sur le financement de la mobilité. Donc, on savait déjà qu'on allait avoir des enjeux de financement, que les sources, comme des sources dédiées, prévisibles, stables, suffisantes, n'étaient pas là. Puis la pandémie est arrivée, elle a accentué un enjeu, mais ça donne aussi des occasions. Bref, en gros, nos pointes sont moins occupées, mais notre utilisation est plus répartie dans la journée. Mais comme c'est tant mieux parce qu'on a moins un goulot d'étranglement comme avant. Fait que c'est le temps de bonifier tout. Donc, la part des usagers a un peu baissé, puis le coût a un peu augmenté. L'inflation est arrivée. Fait que ça a accentué le manque à gagner, et non pas le déficit, des sociétés de transport, la pandémie. Donc là, il y a une bataille de chiffres de Québec 20%, 70% finalement, plusieurs milliards, 5 ans, etc. Où est-ce qu'on devrait regarder pour les
prochains rounds qui s'en viennent, parce que c'est sérieux ce qui s'en vient par rapport à ce niveau-là, c'est est-ce qu'on augmente le service? Est-ce qu'on se donne des cibles d'augmentation du service de transport collectif? Donc là, on a sauvé les meubles. Là, Québec a donné un peu d'argent pour 2023. Les villes vont faire le nécessaire pour sauver les meubles. Mais où est-ce que je nous invite collectivement à regarder, c'est est-ce que ce vers quoi on s'en va, puis on s'en va vers une entente de financement sur 5 ans des opérations. Donc, est-ce que cette entente-là va permettre d'augmenter les services de transport collectif? Dans la politique de mobilité durable qui avait été votée par Couillard et qui a été réadoptée par la CAQ, il y avait une cible d'augmentation du service de 5 ans par année. Cette cible-là, on ne l'avait pas tout à fait, mais évidemment, la pandémie a fait baisser l'offre de service. Les municipalités, il y a plusieurs municipalités de la région de Montréal qui ont demandé de rattraper le retard en visant un 7%. Donc, on a besoin de se donner les moyens d'augmenter l'offre de services et d'aller vers ça. Donc, au-delà des batailles de chiffres, regardons, est-ce qu'on se donne les moyens d'augmenter nos services de transport collectif? On en a besoin, c'est nécessaire, c'est pertinent, c'est efficace. Comme on pourrait rentrer dans le détail de pourquoi on en veut du transport collectif, mais je pense que on le sait globalement, c'est plus efficace, c'est plus équitable. On n'a pas parlé d'équité par rapport à ça. C'est plus universel, c'est plus sécuritaire, c'est plus résilient quand ça va bien. Comme, faire avancer, les tramways fonctionnent en Ukraine, là, comme, malgré la guerre. Là, comme, il y a des choses par rapport au transport collectif qui sont... qu'on oublie, mais c'est plus facile, ça coûte moins d'énergie, ça demande moins d'énergie à faire fonctionner une fois que c'est bien, une fois que c'est lancé, une fois que c'est fait. Donc, c'est ça. Je nous invite à nous réengager sur la croissance de l'offre de services collectivement au Québec et se donner les moyens de financer cette croissance de services-là dans les opérations et pas juste en regardant les infrastructures. Donc, c'est deux discussions un peu différentes, mais à choisir de construire des infrastructures qui coûtent pas cher à opérer, c'est quelque chose de stratégique aussi. Donc, je résume, se donner les moyens, finalement. C'est vraiment le bon mot, je pense, ou la bonne phrase. Donnons-nous les moyens. Oui, clairement. Qu'est-ce que tu nous conseilles de voir, lire, écouter pour mieux comprendre les enjeux autour des transports en commun? Catherine Morancy fait des belles choses, chercheur à Polytechnique que j'aime beaucoup. Brigitte Millard, qui est une danseuse swing qui est extrêmement intéressante, économiste des transports, que je trouve bien intéressante. Marco Kitty sur Twitter est une très bonne source pour s'informer sur ces enjeux-là. Sinon, ouais, ce serait mes trois sources ces temps-ci. Ouais. J'aime ça. Mais merci beaucoup, Nicolas. Kitty, C-H-I-T-T-I. Marco, C-H-I-T-T-I, si vous cherchez son nom. Ouais. On donnera les sources. On va l'épeler, je pense, sur Instagram et Twitter. X. Est-ce que tu veux le mot de la fin, Jeff? Moi, j'aimerais te remercier pour ton expertise. C'était super complet. Il y a comme plein de pistes à aller explorer sur la thématique des transports. Donc, merci, Nicolas. Soyons pas dogmatiques sur un seul truc. Peut-être aussi. Oui, gardez son esprit critique. On la moitié de nos auditeurs qui avaient fait tout ce chemin-là jusqu'à la fin. Et puis on n'a même pas parlé de l'Est de Montréal, mais comme il y a différentes options bonnes pour l'Est de Montréal, faisons juste pas des mauvais projets. Il y a des mauvaises choses pour l'Est, mais espérons cette fois-ci qu'il y aura quelque chose de bien qui va se passer pour l'Est de Montréal. J'ai espoir. Comme on a assez perdu de temps, faut aller de l'avant. Faisons juste... Il y a plus qu'une bonne option pour l'Est de Montréal, mais faut avancer là. Comme... Il est temps. Ouais. Moi, je finis ça, puis tu me donnes toujours le mot de la fin, puis à chaque fois, je suis comme... Je pensais que tu avais le mot de la fin, là, j'ai le mot de la fin. La boucle est bouclée. Petit train va loin. À la semaine prochaine. Merci pour l'occasion. Ouais, je vais le prendre. Ça me fait bien plaisir. C'est la première fois que je parle comme ça longtemps. On va parler d'urbanisme, on va parler de transport. On n'a pas parlé de développement durable non plus, mais il y a plein de choses à dire, fait que je suis certaine qu'on se... Accessibilité universelle. J'ai fait une marche sur l'accessibilité universelle par rapport au transport tantôt, puis j'aurais plein de choses à dire aussi là-dessus, fait que voilà. À bientôt. Il y a une suite des idées, là. Salut, à la semaine prochaine. Salut.